Formation et d'études sur le budget. Voilà pour les décors de ce numéro de votre rétrospective de l'actualité de la semaine. Une fois de plus, bienvenue et merci de nous suivre. Et dans l'actualité cette semaine, marche du 22 janvier, les autorisations n'ont pas été accordées. À Ouagadougou, les marcheurs ont tenté, mais ont très vite été dispersés à coups de gaz lacrymogènes. Fatih Sankara nous en dit davantage. Malgré l'interdiction de la marche et le filtrage des rues du centre-ville, ils sont plusieurs dizaines de manifestants qui ont donné de la voix. Dès 8 heures, les manifestants se sont retrouvés peu à peu dans les encablures de la Maison du Peuple. Ne pouvant dépasser le siège de Télécel, les manifestants érigent des barricades à ce niveau. La gendarmerie, elle, campe à Ran Hôtel. Les échanges avec la CRS, qui est également vers la Maison du Peuple, ne portent pas fruit. Ainsi commencent les premières tractations qui conduisent au premier jet de gaz lacrymogène. Et c'est la débandade. Mais cela n'a pas eu raison de la détermination des manifestants, même si la mobilisation n'est pas celle des grands jours. Dr Aluna Louré, celui-là même qui avait été interpellé, est plus que jamais déterminé à manifester face au tard de ce régime. Il fait partie des révoltés. Ils ont bloqué la route pour que les gens ne puissent passer. Maintenant, la police est venue en train de tirer les gaz lacrymogènes. On les a négociés. Personne n'a pris caillou, personne n'a pris un bois. Mais maintenant, les gens sont en train de faire de telle sorte que ça devient une forme de violence. Nous ne voulons pas de violence avec la police parce que nous disons qu'ils sont des citoyens de ce pays. Ils vivent les mêmes calvaires. C'est vrai qu'ils font leur boulot, mais au-delà de leur boulot, qu'ils nous permettent de manifester notre opinion. C'est pour dire non aux mesures, aux sanctions de liberticide que le peuple burkinabé vit aujourd'hui. Nous avons l'impression d'être à une autre période où nos libertés, même les plus individuelles, sont bafouées. Aujourd'hui, on a vu le porte-parole du gouvernement qui dit qu'il n'a pas de compte à rendre au peuple. Ça, nous aurions été dans un état sérieux que l'Assemblée nationale aurait appelé le lendemain. Elle lui dit que ça ne se fait pas. C'est le peuple qui les a mis là-bas. Et ils ont obligation de rendre compte au peuple. Nous ne pouvons plus rester silencieux face à ce mal-être, face à cette mal-gouvernance, cette corruption. On nous dit opération main propre. Le lendemain, on va, quand on sort distribuer des billets de banque aux gens pour les courants, pour ne pas qu'ils sortent exprimer leurs opinions. Nous disons, nous en avons marre de tout cela. À côté des révoltés comme Aluna Louré, il y a ceux-là qui sont venus des localités comme Titao pour dénoncer l'insécurité. Président, ce que moi j'ai à te dire, Président, on n'a qu'à aller en douceur. C'est ce qui est bien, quoi. Voilà, il faut aller mollo, tu vas ouvrir les frontières, c'est bien. Mais si tu persistes à nous faire rentrer de force là, tu veux nous faire rentrer de force là, sur l'autre raison là, on ne va jamais accepter. Voilà, on n'a qu'à aller en douceur. Moi, ce que je veux que le président sache, qu'il est venu au pouvoir là, pas une marche. Voilà, nous avons tous milité ici pour que lui vienne au pouvoir. Maintenant, s'il est incapable de gérer, ce pays-là, qu'il s'en aille. Voilà, s'il s'en aille, il n'est pas le seul fils du pays. Vous comprenez? Je suis sorti en tant que citoyen burkinabé qui réclame, qui connaît ses droits et ses devoirs. Voilà donc. Il y a également un autre groupe qui soutient le peuple malien. Vu la situation sociopolitique de la sous-région, nous sommes tous solidaires du peuple malien qui est dans la tourmente. Le nôtre aussi l'est. Et je pense que si vous voyez cette ferveur populaire, c'est pour dire non au terrorisme et à tout ce qui se passe d'anormal dans nos États. Et nous interpellons de la même manière nos dirigeants pour qu'ils puissent essayer d'être des nationalistes au lieu d'être des valets locaux. Au moment où nous quittons les lieux, vers 10h30, les manifestants se réorganisent au grand marché de Ouagadougou. Bonjour à vous, Alphonse Ouedraogo. Bonjour Camo, bonjour à ceux qui nous suivent. Alors, vous venez donc de nous rejoindre pour commenter cette actualité. Marche du 22 janvier, peut-on dire que l'interdiction a été un succès? Oui, on peut le dire, mais c'est selon, parce que l'interdiction, effectivement, a porté un fruit. Quand on est du côté de l'autorité, on peut dire que cette fois-ci, la mobilisation qui n'était pas de taille, ça a été donc le fruit des notes et des communiqués qui ont été produits pour donc appeler les populations à rester au calme parce qu'il n'y a pas eu d'autorisation. De ce point de vue, on peut dire que l'interdiction
amené certains Burkinabés à se démarquer de cette mobilisation, même si les raisons énoncées sont vraiment partagées par plus d'un Burkinabé. Alors, du côté maintenant des organisateurs, est-ce que l'interdiction a donc été affaibli la mobilisation? Ça aussi, c'est selon. Parce que ceux qui ont appelé aux premières heures à cette manifestation-là, à la dernière minute, beaucoup se sont rétractés en disant ils sont républicains et ils demeurent républicains. Et comme la justice s'est déclarée incompétente, donc ce qui veut dire qu'ils vont annuler la marche. Malheureusement, c'était le jour même de la marche. Et vous savez que les gens, pour contrecarrer une information à la dernière minute, c'est difficile. Le message étant déjà passé, il fallait donc s'attendre à un attroupement. Et c'est ce qu'on a pu donc voir le jour de cette marche-là. De ce fait, on peut dire qu'à ce niveau, ceux qui sont sortis, nous cherchons maintenant à savoir qui sont ceux qui sont sortis, puisque le mouvement souvent le Burkina Faso a laissé un message à la dernière minute en disant que comme la justice s'est déclarée incompétente, voilà, la marche n'aura plus lieu. Mais pendant ce temps, il y a des gens qui sont déjà sortis. Également avec COPABF, qui était partie prenante de cette marche-là, avec l'arrestation de leur leader, tout ça, ça a fragilisé d'une manière ou d'une autre à la mobilisation, à la réussite de cette manifestation. Donc, voilà pourquoi je dis qu'il faut, de façon globale, analyser de part et d'autre de ce que chacun peut se situer, là où chacun peut se situer, parce que ce qui est ici comme un fait, les gens sont sortis. Ils ne sont pas sortis à une mobilisation comme la mobilisation du 27 novembre 2021, mais ils ont presque produit les mêmes dégâts, parce que quand on a vu à un affrontement avec les FDS, avec la gendarmerie, la police, des jets de pierre, des coups de gaz lacrymogènes, c'est presque la même température. Donc, il faut dire que effectivement, nous avons assisté à une marche, et comme il fallait s'y attendre, avec des dégâts minimes, on peut le dire, mais ce qui a toujours été constaté après une marche a déjà été constaté après cette marche-là. Alors, la mobilisation n'était pas au rendez-vous, comme vous l'avez si bien souligné. Les autorisations n'ont pas été accordées. Il y a eu cette procédure de référé qui a été enclenchée contre l'interdiction de ces marches. À la dernière minute, les jours même de la marche, que la décision est tombée, une décision d'incompétence. Donc, les juges sont déclarés incompétents. Alors, le ballet citoyen, par exemple, qui prévoyait aussi de marcher devant l'ambassade du Mali pour soutenir le peuple malien, s'est vu refuser l'autorisation. Tout à fait. Et prévoit, par exemple, une autre date, je crois que c'est le 19 février, pour une autre marche. Faut-il s'attendre à ce que cela prenne une autre tournure, j'allais dire, avec l'entrée dans la danse du mouvement Le Ballet Citoyen? Ce qu'on peut déjà deviner, c'est que l'autorité pourrait agir de la même façon, comme elle a toujours agi depuis un certain temps, voilà, en refusant l'autorisation pour la marche du 27 et pour la marche du 22, parce que c'est devenu une habitude. Alors, c'est pour cela que le ballet citoyen entend en finir avec ce principe-là. Parce que la marche du ballet citoyen, quand on lit un peu la déclaration, c'est contre la restriction des libertés publiques. Maintenant, l'objectif change. Voilà, l'objectif change. Alors, si on sort pour dire qu'effectivement, nous dénonçons cet état du fait, ben, une autorisation qui viendrait à interdire cette marche-là, c'est de bonne guerre. Ça veut dire que parce qu'on est contre la restriction des libertés, on sera encore contre une autorisation ou une interdiction. Voilà, une interdiction de cette marche. Donc je pense que nous sommes en train. Donc ce sont les interdictions qui sont attaquées maintenant. Voilà. Si on peut le dire. Donc ce qui veut dire que il faut analyser froidement la situation. Parce que c'est vrai, nous savons que ce qui est mis en avant comme argument, c'est la stabilité, la sécurité dans un pays
qui se cherche en matière de sa sécurité, dès lors qu'on dit que c'est la sécurité, il y a des gens qui estiment qu'il faut quand même respecter parce que le pays n'est pas dans une situation stable, donc le moment n'est pas propice pour des marches ou des contre-marches, même si il y a nos voisins dans ces pays-là où les gens sortent alors que nous vivons la même situation. Alors, je vais dire que dans ce cas de figure, ce qu'on doit faire, c'est que l'autorité doit s'expliquer davantage. Vous avez vu que cette fois-ci, le mois suivant, le Burkina Faso, après donc avoir été donc refusé, après avoir donc été refoulé au niveau de l'autorité municipale, le mouvement a emprunté le chemin de la justice. Ce qui veut dire que c'est l'esprit républicain, démocrate, qui les anime. Au niveau de la justice est déclarée incompétente. Chose qu'ils ont donc acceptée. Moi, je pense qu'il faut apprécier à ce niveau la démarche qui a été entreprise. Maintenant, est-ce que, Kambou, de vous à moi, vous pouvez dire que le maire, quels qu'en soient les documents qu'on va fournir, le maire Arma Bewende pourra, par exemple, autoriser une marche dans ce Burkina actuel? Moi, je peux parler en disant que non, il ne va pas accepter. Mais si on reste dans cette posture, à brimer les libertés des uns et des autres, je pense que nous risquons d'aller à l'affrontement et ce n'est pas bien pour notre pays. Ce qu'il faut faire, à défaut vraiment de pouvoir discuter, passer par le dialogue pour arranger certaines choses, je pense qu'il faut permettre aux gens de s'exprimer parce que nous sommes, jusqu'à preuve du contraire, dans un État démocratique. Et dans un État démocratique, il y a ces possibilités-là pour les citoyens de s'exprimer, de donner de la voix. Maintenant, quitte à l'autorité de pouvoir encadrer la marche. Moi, je ne vois pas qu'est-ce que ça coûte à l'autorité, au maire de Ouagadougou, de donner une autorisation, mais de mettre les organisateurs devant les faits accomplis. Vous êtes autorisé à marcher, mais s'il y a dégâts, vous allez porter l'entière responsabilité. Je pense que c'est ça aussi qui s'appelle l'autorité. S'il y a des gens qui peuvent marcher au Mali, s'il y a des gens qui peuvent marcher un peu partout, pourquoi au Burkina Faso, on empêche des citoyens de s'exprimer? Et cette façon de faire va un jour faire exploser une colère qui sera peut-être difficile à contenir. Et c'est ça qu'il faut craindre. Est-ce que l'objectif de l'autorité, ce n'est pas d'éviter qu'on en arrive à un grand rassemblement difficile à maîtriser? Ben, si c'est l'objectif, je pense aussi que tout le monde ne peut pas travailler dans l'illégalité. Si en tout cas, pour la marche du 27 novembre 2021, l'autorité a estimé que les organisateurs n'ont pas respecté les principes, cette fois-ci, il y a eu une nouveauté. Ils ont donc emprunté le chemin comme il se doit, parce qu'ils ont appris la leçon pendant le procès où les juges ont estimé que vous devriez aller au niveau de la justice pour continuer parce que vous n'avez pas épuisé les voies de recours. Aujourd'hui, on peut dire que presque toutes les voies de recours ont été épuisées pour cette manifestation. Si malgré tout ça, la juge qui se déclare incompétente, qui d'autre, quelle autorité encore peut trancher et peut donner cette possibilité-là aux citoyens de s'exprimer? Et s'il n'y a pas de perspective, il n'y a pas d'alternative, mais je dis il faut craindre une situation difficile. Et nous n'en avons pas besoin. Il y a en perspective déjà la date qu'a choisi le mouvement le balai citoyen le 19 février. Pour donc protester contre la restriction des libertés publiques. Parlant de restriction des libertés publiques, il y a ces restrictions d'accès au réseau social Facebook, par exemple, de plus en plus décriées. En tout cas, il y a eu beaucoup de voix qui se sont élevées cette semaine pour dénoncer cela. Quel est votre commentaire? Effectivement, il y a beaucoup de voix qui se lèvent actuellement contre cet état de fait, parce que nous sommes dans un monde nouveau. Et il ne faut pas penser à comment on va sauver son fauteuil ou son poste. C'est pas ça qui est le plus important. Mais nous sommes dans une situation où il y a beaucoup de Burkinabés qui travaillent grâce à l'Internet mobile. C'est devenu pratiquement comme un droit parce que les gens travaillent avec ce réseau social-là pour pouvoir arriver à joindre les deux bouts. Et si vous venez donc à couper l'Internet mobile sans justification valable, à la limite, on refuse même de s'expliquer parce que c'est comme si on n'est pas obligé de s'expliquer. Ça, c'est un faux débat. Dès lors que vous êtes une autorité, toutes les décisions que vous prenez, il faut éclairer les décisions là, il faut expliquer à l'opinion. Je vais dire à ce niveau que ça,
c'est quelque chose qu'il faut vraiment corriger très rapidement. C'est vrai. Est-ce qu'en 1966, quand Maurice Yamogo tombait, il y avait par exemple Facebook? Il n'y en avait pas. Est-ce que beaucoup d'événements qui sont produits au Burkina Faso, qui a mobilisé beaucoup de gens, il y avait Facebook? Il n'y en avait pas. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec le développement, on a ce réseau social là, où des gens s'expriment de façon souvent à faire des dérapages. Ça, c'est vrai. Et ça, on peut encadrer parce qu'il y a des gens, il arrive qu'on limite même ta façon, ton audience. Voilà, ça, c'est des possibilités pour encadrer certaines personnes. Il faut des restrictions ciblées. Au lieu de... Il ne faut pas globaliser. D'empêcher tout le monde d'avoir accès. C'est ça le drame. Pendant que certains en font un outil de travail. Un outil de travail. Donc aujourd'hui, l'autorité doit se ressaisir à ce niveau, se mettre à l'esprit que tout le monde n'est pas dans cet état d'aller à l'affrontement, de guerre. Non, il y a des gens qui utilisent cet outil-là pour travailler. Et je pense que comme c'est un moyen de communication, un canal pour s'exprimer, il faut permettre à un pays qui a connu donc une insurrection, 7 ans après, il ne faut pas replonger ce même peuple-là dans les mêmes travers. Alors, autre fait marquant de cette semaine, c'est la sortie médiatique du MRB à travers sa présidente Yeli Monique Kam, qui quitte les navires APMP et qui a été très dur avec le régime en place. Comprenez-vous cette posture de la seule candidate féminine à la présidentielle de 2020? Alors, je dirais qu'elle a expliqué ses raisons, longuement d'ailleurs, parce qu'elle a estimé qu'étant membre de la majorité présidentielle, elle a pu constater, comme beaucoup de Burkinabés, que le pays va mal. Le pays va mal en expliquant certains points de la situation, où elle dit, voilà, le pouvoir en place a hérité d'un pays, d'un pouvoir, un pays qui était 274 000 km², mais aujourd'hui, à l'analyse, c'est vraiment déplorable parce que nous ne contrôlons plus beaucoup de localités aujourd'hui. Et également, elle a dénoncé la corruption, la malgouvernance d'ailleurs. De ce point de vue, elle a estimé que le moment était indiqué de donner de la voix et de ce fait, elle partage l'idée de ceux qui veulent sortir marcher parce que aujourd'hui, il faut un sursaut patriotique. Alors, le sursaut patriotique, chacun le colle, la définition à sa manière, parce que ceux qui sont au niveau du pouvoir diront que le sursaut patriotique, c'est se mettre autour du chef de l'État, pendant que d'autres estiment que le sursaut patriotique, c'est de prendre ses responsabilités. Alors, donc, à ce niveau, il y a une nuance et on comprend, chacun essaie de tirer la couverture de son côté. Ce qui fait polémique aujourd'hui, c'est quand elle allait parler à prendre sa responsabilité en parlant de l'armée. C'est ça que beaucoup ont estimé que c'était une déclaration de trop. C'est à elle de pouvoir argumenter et je pense qu'elle a donné tout le contenu dans sa déclaration que nous n'allons pas revenir là-dessus. Mais je vais dire que la majorité présidentielle doit reconnaître aujourd'hui qu'elle-même, elle a mal à son sein parce que avant Yeli Monique Kam, il y a eu Gafarou Nia. Et avant Gafarou Nia, il y a eu d'autres personnes. Sarah Sérimé. Ça veut dire que Sarah Sérimé qui n'était pas, d'ailleurs, qui ne chômait pas. Voilà. Elle était au niveau de la majorité, elle avait un poste, donc, et un poste ministériel pour son parti d'ailleurs. Donc, si des gens de cette facture viennent aujourd'hui dire qu'ils sortent de la majorité, ça veut dire que la majorité elle-même doit revoir parce que il y a un verre en son sein. Et c'est à ce niveau-là que je dis, il faut travailler, il faut parler, il faut se parler parce qu'aujourd'hui, plus on avance, plus il y a des gens, Roch est abandonné, on ne sait pas jusqu'à quand, après Yeli Monique Kam, qui va suivre, on ne sait pas. Donc, le plus important pour nous aujourd'hui, c'est de savoir que nous avons le même combat, c'est recouvrer l'intégrité du territoire, c'est pouvoir se parler ensemble. C'est après donc cette manifestation-là, il faut poser des actes qui puissent vraiment amener les gens à rester calmes, parce que le 19 février, comme le ballet citoyen l'a annoncé, c'est si en tout cas il n'y a pas eu une évolution, le ballet citoyen va donner de la voix.
Et nous espérons que d'ici le 19 février, beaucoup de choses seront faites et que le peuple burkinabé va donc se retrouver autour d'une table pour vraiment laver le linge sale en famille. C'est surtout ce que nous tous nous souhaitons. Merci. Merci à vous, Alphonse Ouedraogo, pour ce décryptage de l'actualité de la semaine écoulée. Merci, Kambo, et bonne suite. Merci. Et dans la suite, justement, le ministère en charge de l'habitat et de la ville a présenté les résultats de l'examen des demandes d'approbation des projets immobiliers. Et un comité ad hoc du ministère a étudié plus de 400 dossiers de promotion immobilière. Maître Benawende Sankara et ses collaborateurs étaient devant la presse lundi à Ouagadougou. Explication de Abdoulaye Kinda. Pour examiner et filtrer les demandes d'approbation des projets immobiliers, le ministre de l'Habitat a mis une commission au travail. Au sorti du traitement des 406 dossiers, la commission a retenu 105. Le comité a relevé 105 projets immobiliers qui sont recevables pour la suite du processus. 105 sur les 400. Du coup, ça donne 295 projets immobiliers qui ne respectent pas les dispositions des documents de planification urbaine. Et donc, à ce titre, des projets qui seront rejetés et qui ne pourront pas poursuivre la procédure d'approbation pour pouvoir être mis en œuvre. Donc, c'est des terres qui doivent être rétrocédées à une utilisation rurale, agro-pastorale, etc., tout ce qu'on veut. Les projets retenus couvrent 7000 hectares. Nous avons donc totalisé 30 000 hectares mobilisés par les promoteurs. Il a été rejeté en gros 23 000 hectares et il a été admis 7 000 hectares pour poursuivre le processus d'approbation qui doit aboutir à la signature d'un arrêté d'approbation. Sur les 400 projets immobiliers introduits, nous avons 92 promoteurs immobiliers qui sont concernés. On veut dire qu'il y a 92 promoteurs qui ont introduit les 400 demandes. Et quand on a fait le classement, nous avons seulement 3 promoteurs qui ont introduit 99 projets immobiliers et mobilisé 9 286 hectares, correspondant à 31% de la superficie totale projetée. Les 105 projets concernent les projets de 44 promoteurs immobiliers. Ils seront accompagnés pour l'aboutissement de leurs projets. Auparavant, chaque promoteur immobilier devra faire preuve de capacité financière suffisante. Voilà, des résultats que rejettent les promoteurs immobiliers. L'APIB, l'Association des promoteurs immobiliers du Burkina Faso, était également face à la presse vendredi. Pakisba Mariam Ouedraogo nous en dit davantage avant qu'on ne retrouve Rachida Sadzongo pour en parler. Les promoteurs immobiliers face à la presse ont déclaré que la commission adopte dans sa constitution et ses objectifs étaient illégitimes et dépourvus de crédibilité. Donc, le rejet des demandes d'approbation des projets immobiliers est nul. Conformément au décret 2009-222, presse PM Miaju, de la loi 057 portant promotion immobilière, le ministère en charge de l'urbanisme n'est plus dans les délais pour rejeter un dossier de demande d'approbation de projets immobiliers. De ce fait, pour ce qui concerne les dossiers de demande d'approbation, la commission ad hoc devrait juste entériner leur validation et examiner les demandes de titres fonciers. Les promoteurs immobiliers rejettent non seulement les résultats du comité ad hoc du ministère du Développement urbain, mais exigent aussi l'acceptation de tous les 295 projets rejetés par l'équipe de Maître Benawende Sankara. C'est donc avec fermeté que l'ensemble des associations de promotion immobilière rejettent les résultats de la commission ad hoc dont la démarche n'a pas été inclusive. De ce qui précède et eu égard aux enjeux et de concert avec tous les acteurs de la chaîne, nous exigeons de notre ministère de tutelle ce qui suit. La validation de toutes les demandes d'approbation de projets immobiliers et fonciers déposés au ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Ville.
la levée de la suspension de la réception des dossiers de demande d'approbation. Dans les jours à venir, les promoteurs immobiliers tiendront l'Assemblée générale de leur organisation. Voilà. Et pour traiter de cette actualité, je reçois pour vous Rachid Assad Zongo. Rachid, bonjour et bienvenue. Merci Kambou, bonjour et bonjour à vous qui nous suivez. Alors, comme nous les constatons, encore des débats sur la promotion immobilière au Burkina. Tout à fait, Kambou, c'est bien cela. On dira que les questions immobilières et également foncières au Burkina Faso n'ont toujours pas trouvé la solution, on dira peut-être miracle. Mais qu'à cela ne tienne, on va se charger en tout cas pour ce qui relève de notre tâche, de toujours en parler. Alors déjà, je pense que ce serait déjà bien que l'on puisse revenir sur un peu les faits qui concourent pratiquement à cette question et qui fait l'actualité, notamment au niveau du ministère de tutelle, mais également au niveau des acteurs, pour ce qui est des promoteurs immobiliers. Alors, pour rappel, le 18 janvier dernier, le ministère du Développement urbain, de l'Habitat et de la Ville avait rendu public la liste des projets immobiliers jugés recevables. Et les différentes demandes d'approbation des projets immobiliers ont été examinées par un comité ad hoc qui a été installé, si j'ai bonne mémoire, le 30 juillet 2021. Ce même comité ad hoc-là, cette même commission-là, a jugé 105 projets conformes et rejeté 295. Des résultats que, bien évidemment, les acteurs, ou sinon les associations des promoteurs immobiliers, ont rejeté pratiquement en bloc. Pour eux, donc pour ces acteurs-là, la non-conformité des projets avec le schéma directeur d'aménagement du Grand Ouaga ne saurait justifier, on va dire, le rejet des demandes en question. Rendez-vous compte que le même schéma, et ce sont les associations de promoteurs immobiliers qui le confient, le même schéma directeur a été justement adopté en septembre 2020. Voilà. Et alors que certaines demandes avaient été déposées depuis pratiquement, on va dire, 5 ans. Et ce sont les promoteurs immobiliers justement qui le confient. Et les acteurs de l'immobilier, face à cela, exigent bien sûr qu'il y ait la validation de toutes les demandes par rapport justement à l'approbation des projets immobiliers et fonciers, on va dire, déposés au niveau du ministère en charge justement de l'habitat. En plus de cela, ils demandent qu'il y ait la levée de la suspension de la réception des dossiers de demande d'approbation. Le commentaire que l'on peut faire par rapport à cela très rapidement, je pense que au-delà de toute chose, l'État devrait faire en sorte que prendre en compte, on va dire, pour priorité l'intérêt des populations. Parce que je pense que c'est l'intérêt général qui doit primer. Le même État qui a délivré, on va dire, des autorisations d'exercer aux mêmes sociétés immobilières se retrouve être en ping-pong avec justement les dites sociétés. Et naturellement, ce sont les populations qui sont davantage lésées. Rendez-vous compte les engagements que ces populations, des familles ont pris avec les sociétés immobilières. Et si on se retrouve avec des situations pareilles, que vont devenir ces clients que sont les populations vis-à-vis des sociétés immobilières? Je pense qu'il faille notamment réfléchir là-dessus. Cela pourrait ouvrir des litiges à n'en pas finir. Bien entendu, bien entendu. Entre les familles et puis ces promoteurs immobiliers. Tout à fait. Je me dis que après avoir justement délivré les dites autorisations à ces sociétés immobilières-là, l'État se devait de faire en sorte qu'il ait l'œil sur pratiquement les activités que exercent ces dites sociétés immobilières-là, faire en sorte de vérifier que ces sociétés-là respectent la législation en matière immobilière et foncière et également le cahier de charges qui leur est justement assujetti. Là-dessus, je pense que l'État a négligé un certain nombre de choses. Peut-être que l'État lui-même est empêtré dans certaines choses dont sa responsabilité est imputable. C'est ce qui fait que du côté de la justice aussi, les choses traînent. Qu'à cela me tienne, je pense que, et je l'ai dit en début, l'intérêt général, doit primer. L'intérêt des populations, justement, doit être une priorité pour résoudre, justement, la question. L'autre chose sur laquelle je pense qu'il y a lieu aussi de porter une appréciation, sinon un commentaire, on se rappelle que lors du deuxième conseil d'administration du secteur ministériel, donc du CACEM, du dit ministère, qui a eu lieu jeudi dernier, le ministère, ou sinon le ministre en charge de l'habitat, est revenu sur un certain nombre d'acquis de son ministère pour ce qui est de l'année 2021. Et dans ces acquis qu'il a relevés, il a parlé de l'achèvement des premiers lotissements dans cette commune rurale,
de la réalisation des infrastructures dans le cadre de la commémoration des festivités entrant dans le cadre du 11 décembre 2021 du côté de Zignaré, la construction de 1013 logements en partenariat avec des promoteurs immobiliers. Donc incontournablement, les acteurs qui relèvent de la promotion immobilière sont des acteurs clés pour ce qui est de la question de l'habitat au Burkina Faso. On ne comprend pas qu'aujourd'hui on se retrouve en ping-pong avec encore l'État. En plus de cela, il a relevé le fait qu'il y ait eu des réalisations, notamment en matière de campagne, pour ce qui est du contrôle de la construction au Burkina Faso. C'est quelques aspects comme ça qui relèvent, on va dire, du CACEM. Maintenant, ce sur quoi je vais m'appesantir, au-delà de ces acquis-là, Kambou, pour moi en tout cas c'est étonnant de voir que notre gouvernance foncière et immobilière boitille toujours pour ce qui est de 2022, alors que nous avons aux commandes du ministère de tutelle un sankariste. Voilà. C'est véritablement une question qui m'étonne. Voilà. C'est à croire que la politique foncière et immobilière du président Sankara ne semble pas apprise, ou sinon même comprise par ceux qui se réclament être des héritiers de Sankara. Et là-dessus, je pense que véritablement le ministre chargé de la question doit justement revoir en tout cas, on va dire, ses notes pour ce qui est en tout cas de la vision qu'avait, on va dire, l'ère Sankara par rapport à la question de l'habitat et par rapport aux questions foncières. Je pense que c'est fondamental. Cela pourrait justement inspirer et faciliter les choses pour ce qu'on connaît comme réalité. Sans quoi, et si ce ping-pong-là continue, on va attiser la crise que l'on connaît déjà, alors qu'on a un passif foncier qui n'a pas encore résolu. Ouais. Voilà. Peut-être une chose, si vous permettez d'achever, c'est la question de la Banque de l'Habitat, qui est revenue également dans, on va dire, les débats. Pour souvenir, la Banque de l'État existe pratiquement, on va dire, depuis le 15 juillet 2005. Voilà. La Banque de l'Habitat. La Banque de l'Habitat, tout à fait. Et elle est rentrée, on va dire, dans sa phase fonctionnelle, je pense, une année plus tard, voilà, en 2006. Et dans ces prestations, ces différents services, c'était des opérations commerciales, mais avec l'accent porté pratiquement sur le financement de la promotion, on va dire, de l'habitat. Le constat est que la plupart des citoyens qui ont souscrit notamment à des prêts dans le secteur immobilier et également foncier, la plupart en tout cas des citoyens qui sont passés par cette banque-là sont ressortis dessus. On n'oubliera pas également la crise qu'a connue la même institution en 2015, avec notamment des malversations financières imputables à son directeur général. Aujourd'hui, c'est avec cette même banque-là, on demande aux citoyens de renouer, on va dire, d'emblée les choses. Moi, je me pose un certain nombre de questions. La banque a été privatisée d'ailleurs. Tout à fait. Et je me pose, avec ce qu'il y a comme passif en termes de réalité vécue par les citoyens avec cette banque d'antan, je me demande si la confiance est encore pour que les citoyens aillent vers cette banque-là, même si elle est privatisée aujourd'hui. Et la question que je me pose, avons-nous véritablement, Kambou, tiré les leçons du passé pour laisser croire qu'avec cette banque de l'habitat-là, du moins cette banque de l'habitat-là serait le spécialiste, ou sinon la spécialiste par excellence pour ce qui est du préfinancement immobilier? Je n'en sais rien. Avons-nous pensé aux revenus du citoyen burkinabé, qu'il soit du privé ou du public, avant de demander aux gens d'aller vers cette banque-là? C'est une interrogation également que je me pose. Dernière interrogation, avons-nous tenu compte des changements constants sur pratiquement tous les plans monétaires, la conjoncture sociale, économique et que ce soit au plan local ou international? Je pense que tous ces aspects-là doivent être analysés avant de diriger justement les populations vers X banques ou X institutions financières. Je pense que c'est en cela qu'on pourra justement résoudre un tant soit peu les questions en lien avec ce qui peut être facilité pour les populations à se trouver un habitat abordable. Voilà. Alors, tout cela mis ensemble, peut-on dire que c'est l'échec de la politique de l'habitat pour parler de notre gouvernement? Ce serait peut-être prétentieux de dire que c'est le cas, mais je pense qu'on n'en est pas loin. La politique nationale, ou sinon le programme national de construction de logements, avec les 40 000 logements, aujourd'hui, on se retrouve avec quel bilan? Quand on doit faire le bilan, depuis pratiquement 2007, si j'ai bonne mémoire, jusqu'à aujourd'hui, combien
de ces logements-là, de ces 40 000 logements-là, ont été livrés aujourd'hui à la date X. Je pense que les résultats, en tout cas, ne sont pas encourageants. Et c'est sûr que beaucoup de citoyens n'ont plus confiance à ce programme-là, n'ont plus confiance à ce plan-là. Voilà pourquoi ils ont recours aux sociétés immobilières. Et si on ne veut pas envenimer les choses, puisque du côté de l'État, ça n'a pas marché, du côté des sociétés immobilières également, il semble avoir pratiquement des couacs. Finalement, vers où les citoyens vont se retrouver? Je pense que, et comme je l'ai dit, l'intérêt des populations doit prévaloir, doit être une priorité. C'est en cela qu'on va pouvoir justement résoudre les questions qui sont vraiment primordiales pour ce qui est du secteur de l'habitat et de la promotion immobilière au Burkina Faso. En tout cas, l'arrivée d'un sankariste à la tête de ce ministère avait suscité beaucoup d'espoir quand on sait un peu la politique du logement qui a été mise en œuvre sous la révolution. Beaucoup s'attendaient à ce que peut-être que le sankariste qui est à la tête de ce ministère puisse faire quelque chose qui va ressembler un peu à cela. Bon, même si on sait que ce n'est pas sa politique à lui qui est appliquée, il applique la politique du président élu. On ne dit pas qu'il n'a pas sa touche à apporter, mais les choses ne sont pas forcément pareilles. Et c'est assez dommage. Bon, apparemment, les espoirs là sont en train d'être de s'effriter. Espérons que peut-être il y aura en tout cas un nouveau rebondissement heureux qui va permettre que le Burkinabé moyen, le Burkinabé lambda, le fonctionnel lambda ou les paysans puissent s'assurer un logement décent au Burkina Faso, que ce soit par les promoteurs immobiliers ou que ce soit à travers les politiques que l'État voudra bien mettre en place. En tout cas, on ose le croire, Kambou, on garde l'espoir, on garde l'optimisme et on espère que, en tout cas, ce que nous avons laissé comme commentaire pourra éventuellement servir pour alimenter les débats, non seulement du côté des promoteurs immobiliers, mais aussi de la partie gouvernementale. Merci bien pour ce décryptage. Fini donc cette partie de décryptage. Place à l'édito de la semaine à présent. Et pour l'édito, c'est le directeur de l'information de Savane Média qui s'installe. Bienvenue à vous, Soumaïla Rabo. Merci, Vékojo Kambo. Bonjour à vous, bonjour à toutes et à tous. Et dans l'édito, cette semaine, nous parlons de la lutte contre le terrorisme. C'est ça, Vékojo Kambo. Ce qu'on aurait pu faire depuis quelques années passées, on est obligé de le refaire aujourd'hui et pendant plusieurs années encore pour établir l'entièreté du territoire burkinabé, l'entière sécurité et paix que les populations appellent de tous leurs voeux. En fait, si nous étions passés à l'offensive depuis que le terrorisme était localisé dans la zone de Guibo et de la province du Soum, nous n'en serions pas là 5, 6, 7 ans après. Aujourd'hui, ce qui se passe sur le terrain, c'est que les forces de défense et de sécurité et les VDP sont en train de reprendre du poil de la bête. Effectivement, en train de repousser les terroristes, en train même de les neutraliser par endroits, mais ce n'est pas une œuvre facile. Quand vous regardez du côté de la région de l'Est, vers Pama, Nadiagou par exemple, même quand les FDS reprennent pied, tentent de rassurer les populations, c'est difficile, parce qu'une fois que les gens ont quitté leur site habituel d'habitation pour revenir, ils réfléchissent pas deux fois et ils se demandent si les terroristes ne sont pas toujours aux aguets, parce qu'on n'est jamais sûr d'avoir neutralisé tous les terroristes qui étaient installés là. Donc ils peuvent toujours revenir. Quand on les laisse aussi s'installer, ils minent les zones, ils minent les routes, et vous aurez remarqué qu'il y a à peine 2 jours, un convoi que l'armée a organisé pour ravitailler Titao dans le Lorum là, en vivres et en produits de première nécessité. L'escorte de tête là a sauté sur une mine et ça a coûté la vie à au moins 2 militaires de l'armée burkinabé. On ne parle même pas de cet incident que l'armée française qui paraît être redoutable, a vécu à l'aérodrome de Waïguia. Voilà, là aussi c'était une mine. Donc ce sont autant de problèmes comme ça que nous allons vivre si nous laissons les terroristes s'installer avant de les déloger. Et une fois qu'ils ont
ils sont passés par là. Les populations hésitent à repartir, à reprendre leurs activités. Ce sont des coûts supplémentaires pour que l'État s'occupe des déplacés. Déjà qu'on ne s'en occupe pas vraiment bien. L'offensive aurait dû être notre première arme au moment où nous affrontions cette difficulté-là. Bon, cela dit, la paix va revenir petit à petit avec le processus qui est entamé, avec la contre-offensive qui est réorganisée, telle que nous la vivons aujourd'hui. On espère seulement qu'elle va aller jusqu'au bout pour que dans les 6-7 régions qui sont aujourd'hui infestées par les terroristes et le terrorisme, nous puissions retrouver la quiétude normale. Ça pourrait prendre quelques mois, ça pourrait prendre même quelques années si on veut ramener la vie comme elle était avant. Il faut en tirer les leçons pour que ça ne se répète pas. Et ça, c'est valable pour le Burkina aussi, pour aussi le Mali, qui est en train de progressivement en sortir. Idem pour le Niger, pour que le Sahel soit un Sahel paisible dans les années qui vont venir. Ça suppose aussi qu'à côté de ce terrain militaire, là, le côté politique s'assainisse avec la clarification des partenariats avec tous les partenaires, autant du Burkina Faso, du Mali et du Niger, bon, pour que nous ne revenions pas au même souci, voilà, dans 2, 3, 4 ans. C'est possible d'en sortir le plus rapidement possible avec la volonté des uns et des autres. Bon, on espère qu'on va y arriver. C'est possible d'en sortir le plus rapidement possible avec la volonté des uns et des autres. Merci à vous. Merci à vous aussi. Bravo pour l'édito de cette semaine. Et la situation sécuritaire qui engendre le report pour une deuxième fois des élections municipales, c'est de cela qu'il sera question dans Ça fait débat après cette virgule, avec deux invités, deux administrateurs civils que nous allons recevoir sur ce plateau. Deux invités dans Ça fait débat aujourd'hui. À ma gauche, Kalifara Serré. Il est ancien secrétaire général du ministère en charge de l'administration territoriale et de la décentralisation. Il est administrateur civil, expert en développement et stratégie locale. Et à ma droite, Youssouf Ouattara, administrateur civil également, expert en politique publique, enseignant à l'École nationale d'administration et des magistratures et directeur exécutif du CIFOEB, le Centre d'information, des formations et d'études sur le budget. Bienvenue à vous deux sur ce plateau. Merci. Merci. Alors, avec vous, nous parlons de ce report pour la deuxième fois des élections municipales. Elles étaient censées avoir lieu en mai 2021, reportées d'un an pour mai 2022. Cette nouvelle date est encore intenable au vu de la situation sécuritaire, d'où un nouveau report. Avant de parler de l'alternative après ce report, on sait que l'option du report même a suscité des débats. Certains ont estimé qu'il fallait tenir les élections pour prouver que l'État burkinabé existe malgré le terrorisme. Quel est votre point de vue là-dessus? Kalifara Serré? Sur la tenue coûte que coûte, vaille que vaille. Ou le report? Oui, ben, en fait, c'est à mon sens, c'est un débat un peu biaisé. Parce que le problème aujourd'hui, ce n'est pas est-ce qu'on fait les élections ou est-ce qu'on les reporte. Est-ce qu'on peut même les faire? Les termes de l'alternative sont là. En fait, c'est une contrainte majeure qui fait que on ne peut pas faire les élections, ni en mai 2022, ni en novembre 2022, à moins que la CENI n'ait un régiment ou des unités combattantes qu'elle peut nous rassurer qu'elle pourra déployer ce personnel militaire là sur le terrain. C'est que notre armée nationale n'a pas encore réussi, ni Barkhane, ni aucune autre force. À moins de ça, au-delà de ça, en fait, je pense qu'il faut rester simplement rationnel et mesuré. L'électoralisme coûte que coûte, dans un contexte de guerre, ça ne mène nulle part. C'est assez suicidaire. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons une situation qui nous interpelle et qui nous amène à recadrer notre décentralisation, à replacer ce processus de décentralisation dans un contexte beaucoup plus dynamique. Parce qu'en réalité, la décentralisation prévoit
de faire face à toutes les situations, même les plus extrêmes, telles que la guerre. Quand vous regardez aujourd'hui, le vrai problème qui fait que on discute du report ou du maintien des élections, etc., c'est parce qu'en réalité, notre territoire a été abandonné dès le départ. C'est-à-dire que nos collectivités n'ont pas pu jouer le rôle qui est le leur. Quand il y a des collectivités territoriales sur un territoire, c'est un atout majeur. C'est exactement comme des bataillons en ordre de bataille dans le cadre de la défense civile. Je l'ai dit depuis 2017 et je continue de le répéter. Il est impossible que des ordres viennent, quel que soit leur niveau d'armement, d'organisation, de radicalisation, des ordres viennent traverser des groupes de territoires. Et on ne compte que sur nos formations militaires pour pouvoir arrêter ces ordres-là. C'est impossible. Or, la collectivité territoriale est un régiment permanent de combat dans le cadre de la défense civile. Voilà le vrai problème. L'échec des collectivités territoriales qui nous conduit dans une situation où il est difficile de tenir les élections. Est-ce que ce report-là avait sa raison d'être, Youssouf Ouattara? Bon, moi, j'ai une lecture un peu différente parce qu'il faut d'abord observer l'élection 2020 qu'on a eue, l'élection présidentielle et l'élection législative. Et cette élection s'est tenue sur une partie du territoire. Ça veut dire qu'on a admis, on a considéré la situation sécuritaire et décidé de nouveaux périmètres sur lesquels on va pouvoir tenir ces élections. Donc, ce qui fait que, et pour la question des élections municipales, il peut être difficile de convaincre les citoyens, à moins que ce soit d'autres facteurs. Par exemple, si on prend le facteur sécuritaire et surtout la question des ressources, qu'on a besoin beaucoup plus de ressources pour pouvoir régler la question sécuritaire avant d'engager les autres politiques. Donc sur cette base-là, moi, je trouverais que ce serait justifié de reporter les élections parce que ça peut permettre de mobiliser les énergies, que ce soit financières, matérielles, autres, sur autre chose de plus essentiel, qui est aujourd'hui l'existence de notre pays et pour pouvoir engager les autres aspects. Mais si c'est juste la question de la faisabilité de l'élection, du moment où on a tenu les élections législatives et présidentielles dans certains espaces territoriaux, et ce serait difficile de dire aux citoyens que ces mêmes espaces-là, on ne peut pas tenir l'élection municipale. Mais je répète, pour moi, si c'est la question des moyens, qu'on puisse dégager plus de moyens, ça se justifie. Khalifala Séré, aujourd'hui, les problèmes se situent à quel niveau? Est-ce que la possibilité d'organiser de façon pratique les élections sur le terrain ou une question de moyens, comme le dit... avec toute... l'admiration que j'ai à mon jeune frère Youssouf Ouattara, qui est un excellent cadre et sur lequel on compte au niveau du ministère, pas seulement du CIFOEB. Mais je veux dire que d'un point de vue technique, l'élection locale est fondamentalement différente de l'élection à caractère national. Du point de vue déjà de la circonscription électorale. Puisque la circonscription électorale, c'est le village, le secteur, c'est-à-dire la plus petite entité infraterritoriale, qui est la circonscription. Évidemment, ça pose problème. Et je pense que effectivement, si nous voulons faire des élections à minima, comme par exemple la présidentielle et les législatives, on peut s'engouffrer dans des schémas toujours plus dangereux et plus explosifs que les uns que les autres. D'abord, novembre 2020 n'a jamais été une référence pour moi d'élection, même à minima. Et j'ai trouvé que le Conseil constitutionnel a posé un précédent extrêmement grave avec le principe des circonstances, des situations particulières, etc., pour permettre ça permet toutes sortes de choses et nous avons donc des élections devenues sahéliennes, c'est-à-dire des particularismes sahéliens en matière électorale. C'est très dangereux. Pour moi, en fait, l'élection locale est un rendez-vous extrêmement important entre les citoyens et ça, la communauté, dans la communauté. Si on peut avoir une élection au niveau local, juste pour pouvoir expliquer
que notre souffle démocratique survit, ce n'est pas l'exemple de l'élection locale. Parce que la démocratie locale est totalement différente de la démocratie processuelle qu'on a au niveau national. Donc il faut faire très attention. Si on commence à s'engouffrer dans des élections sahéliennes au niveau local, on va avoir des difficultés. Et nous allons totalement dénaturer notre processus. Alors, vous basez votre raisonnement sur le fait que dans l'élection locale, la circonscription, c'est le village, donc difficile au vu de la situation sécuritaire. Youssouf Ouattara, on sait que récemment également, il y a eu cette décision qui a été prise de faire de telle sorte que les élections soient validées dans les circonscriptions ou dans les communes où les élections auraient pu se tenir dans 50% des circonscriptions. Voilà, et d'installer des délégations spéciales dans les autres où les élections n'auront pas pu se tenir dans au moins 50% des villages. Mais bon, on a fini par avoir ce nouveau rebondissement qui est d'aller à un nouveau report. Comment cela s'explique? Oui, nous sommes en démocratie locale et il faut faire beaucoup attention parce que nous sommes également dans le domaine politique, de sorte que cette disposition de la loi ne soit utilisée de manière malicieuse par les acteurs. Parce que quand vous dites seulement si l'élection est validée ou si elle a pu se tenir sur 50% des bureaux de vote, d'abord pour déterminer la possibilité de tenir l'élection dans les différentes localités, à moins que ce soit avec l'appui de la communauté sécuritaire. Donc il faut faire beaucoup attention pour que ça ne soit pas détourné par les acteurs politiques en fonction de leurs enjeux, en fonction de leurs intérêts. Parce que si mon adversaire politique a plus de poids dans un certain nombre de villages, et comme on sait qu'au niveau des conseils municipaux, c'est le regroupement de 2 conseillers par village qui va constituer le conseil municipal et donc peser dans le choix du président du conseil des collectivités, il y a de forts risques que cette disposition soit manipulée pour moi. Et valider l'élection juste sur la moitié des bureaux de vote d'une circonscription électorale. À ce moment, les élus qui sortiront, le conseil municipal qui sortira donc de cette élection, je crains fort que sa légitimité soit vraiment réduite à pouvoir exercer ses politiques sur l'ensemble du territoire communal. Voilà. Mais quand même, Khalifa Séré, il y a eu cette option au départ, en tout cas récemment. Oui, tout à fait, parmi les acteurs. Oui. C'est vrai que je comprends l'embarras de beaucoup de gens. Imaginez une ONG dont la mission est de suivre, de superviser, d'évaluer, d'analyser les processus électoraux, y compris donc au niveau local. Et qui a des partenaires, et des bailleurs de fonds, et qui a un plan d'activité, etc. Tout ça est fondé autour des... Mais le fait de suspendre l'activité électorale pour et de les reporter au calendrier grec, ça perturbe totalement ce genre d'acteurs. Hein? Vous voyez, ça dit donc qu'aujourd'hui nous avons beaucoup de désarroi, mais qu'il faut pouvoir gérer. Il appartient à l'État de faire en sorte de combler les vides en occupant les gens à faire autre chose. Ça dit que ce temps mis dans les reports et autres doit être utilement, j'allais dire, efficacement utilisé pour faire d'autres choses, améliorer nos dispositifs actuellement, parce que ce qui arrive, personne ne croyait que ça pouvait arriver. Maintenant que c'est arrivé, il faut capitaliser là-dessus, parce que je pense sincèrement que les jongleries, parce que ça s'appelle de la jonglerie, et en temps de guerre, ce genre de jonglerie, c'est antipatriotique et presque criminel. Je dis. Oui, je préfère être excessif. Parce qu'aujourd'hui, s'occuper plus de voir où est-ce qu'on pourra aller faire des élections, pendant que nous avons 1,5 million de déplacés internes, je dis bien que c'est criminel. Parce qu'on a besoin de toutes les énergies aujourd'hui
pour le service de la nation, recouvrer l'intégrité du territoire. Mais je dis, pendant ce temps, nous devons avoir une grande force de proposition, de cogitum, pour pouvoir faire en sorte qu'au sortir donc de nos difficultés, nous ayons un dispositif qui est complètement clean. On ne prend pas le chemin. On préfère s'engouffrer dans des dédales pour dire oui, on va voir. Mais on va voir quoi? On va arriver à quoi? À rien du tout. Parce que je vous dis qu'au niveau local, comment vous allez, c'est quelle jauge de 50%? Comment vous faites vos jauges? Ça dit que nous allons faire de la manipulation, comme l'a dit Youssouf, de la manipulation, de la fraude électorale à ciel ouvert. Ouais. Vous savez bien que les élections de novembre 2020 ont servi pratiquement ont ouvert un couloir, un large couloir pour les hordes terroristes, pour aller jusque vers le sud-ouest. Pourquoi? Parce qu'on a eu une sorte de modus vivendi avec ça, pour pouvoir tenir nos élections, à minima. Et vous savez bien que ces groupes ont même reçu des ressources publiques pour pouvoir se tenir à carreau. Très stratèges qu'ils sont, ces groupes-là se sont organisés, ont fait semblant de nous laisser faire nos élections et ont gagné du terrain. Et nous voulons continuer à faire la même chose. Moi, je pense qu'il faut organiser des pelotons d'exécution pour ceux qui vont, j'allais dire, les radicaliser électoralistes là. Alors, n'empêche qu'il faut qu'on parle de ces deux options que la CENI a proposées cette semaine au chef de file de l'opposition politique, à savoir soit de tenir l'élection en une seule journée, donc le 27 novembre, soit organiser l'élection en deux étapes, d'abord dans les zones non affectées par le terrorisme le 6 novembre et couvrir les zones en proie à l'insécurité le 27 novembre prochain. Est-ce que cela paraît réaliste? Bon, je me dis que la CENI, quand elle organise les élections, ce n'est pas la CENI seule en tant que entité administrative, c'est bien sûr avec d'autres acteurs, dont la communauté sécuritaire. J'imagine que ces propositions ont été motivées par les arguments de la communauté sécuritaire et j'imagine que tel que leur scénario est défini, c'est peut-être pour pouvoir disposer de moyens pour couvrir un certain nombre de communes dès le 6 et peut-être disposer encore de moyens plus renforcés pour les communes qui sont dites en situation à défi sécuritaire. Bien sûr, j'imagine qu'il y a certaines communes, pour le moment, on n'imagine même pas organiser les élections. Ouais. Donc, je me dis que c'est sur la base des propositions des acteurs sécuritaires que ce plan a été fait. Voilà. Kalifara Seré n'est pas parti. Il est optimiste, parce que je ne crois pas que les acteurs sécuritaires, comme il dit, soient en mesure de garantir quoi que ce soit en 3 semaines. Voilà. Bon, mais écoutez, on dit novembre, comme si novembre c'était dans 10 ans. Mais novembre c'est à côté là. Ouais. Nous avons beaucoup de choses. Moi je préfère célébrer la victoire, la délivrance, le retour de nos concitoyens dans leur terroir respectif. Après, on peut faire tout ce que l'on veut. Dans l'efficacité, dans la rationalité républicaine. Là, on ouvre des portes très, très, très dangereuses. J'allais dire, nous ouvrons des corridors dans lesquels on va se rencontrer j'allais dire pratiquement tout ce qui est de nature à détruire, déstructurer notre processus de décentralisation. Parce que on ne comprend pas, moi j'avoue que nous ne sommes pas démunis. Juridiquement, on n'est pas démunis. Les collectivités restent et survivent. Et leur devoir normal, en droit positif, c'est de survivre. Tant que l'État est là, les collectivités doivent survivre. En temps de guerre, comme en temps de paix, quand il y a des crises même politiciennes, au niveau des états-majors politiques, les collectivités sont des socles qui assurent la pérennité du service public local. C'est ça leur vocation. Et nous sommes en train de nous demander, est-ce que... Non, moi je comprends qu'il y ait des agendas. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui sont dans la poursuite de pouvoir s'emparer de quelques portefeuilles au niveau local dans le rapport de force actuel. Ils sont pressés de pouvoir... Alors, voilà. nous allons donc dire, ah oui, il faut le faire, sinon il y a la démocratie, là, qu'est-ce qu'on fait encore? Non, tout ça c'est, j'allais dire,
assez futile. Voilà. Merci à vous, Kalifara. Alors, l'option la plus probable en ce moment, c'est le report donc, de ces élections-là. En tout cas, ici, on a décidé les comités de suivi des recommandations du dialogue politique, même si ces comités devra se retrouver le 25 janvier prochain pour finaliser donc cette option et trancher notamment sur la question de savoir s'il faut installer des délégations spéciales après ce report ou s'il faut prolonger les mandats des élus locaux. Youssouf Ouattara, quelle est l'option qui vous semble plus raisonnable dans cette situation? En fait, la question de l'opportunité d'organisation des élections, c'est une question de choix de politique publique aujourd'hui. Quand vous décidez d'une politique, c'est que vous êtes en face d'un problème et on définit les options. Comme vous l'avez dit, soit on organise les élections, donc ça c'est une option, ou on peut décider de ne pas organiser les élections et il y a d'autres options comme les délégations spéciales. Maintenant, chaque option, on regarde le coût et la faisabilité et le bénéfice de l'option. Par exemple, si toutefois on ne va pas aux élections, on a quel coût, quel bénéfice en termes de démocratie, on a quel coût et quel bénéfice en termes de développement, en termes de cohésion, tout. L'autre option aussi, si on va en délégation spéciale aussi, c'est regarder en termes de coûts et de bénéfices sur le plan politique, sur le plan institutionnel et sur le plan du développement. Je pense que c'est comme ça qu'on doit faire les analyses en fonction des circonstances et arriver à la meilleure option. Je vois que cette option de délégation spéciale, elle est mise sur la table déjà à travers la réforme du code électoral, c'est déjà prévu que les communes où l'élection ne sera pas validée, où l'élection ne pourra pas se tenir, donc on va donc procéder à la mise en place des délégations spéciales. Je pense que c'est cette option qui est définie. Et les autres communes, donc on va avoir un double régime, donc avec des acteurs élus, avec une certaine légitimité au niveau des populations, mais aussi d'autres acteurs qui vont tirer leur légitimité d'autres choses autres que l'élection. Bon, j'attends de voir comment ça va se passer. Quelle est l'option qui serait la plus raisonnable selon vous? Moi, j'ai été surpris de voir, et ça n'a choqué personne en tout cas, donc je dois être peut-être anormal. J'ai été surpris de voir que dans un code électoral, on parle de délégation spéciale. Je ne sais pas qu'est-ce que ça va chercher là. Voilà. C'est l'histoire de la délégation spéciale. C'est quand même quelque chose de connu. La loi municipale de 1884 en France est la première loi qui dit ce que c'est qu'une délégation spéciale. En pays francophone, la délégation spéciale a un contenu. Voilà. L'équivalent de la délégation spéciale dans les pays scandinaves ou anglo-saxons, ça n'a rien à voir avec la délégation spéciale. Parce que là-bas, quand il y a impossibilité de faire des élections ou il y a une dissolution ou quoi, c'est ceux qui sont en place qui gardent. Ils sont obligés. Mais on met des services, des organes de contrôle autour d'eux pour... Même si tu veux quitter là, tu démissionnes là, on t'oblige à rester. Et après, tu dois rendre compte de manière très, très rigide. Alors, ceci dit... Donc, vous pensez qu'on devrait en parler plutôt dans le code général des collectivités territoriales que d'en parler dans le code électoral? Le code général, en fait, ça fait quelques années déjà que nous pataugeons et que nous dévions. Ramenons, vous savez qu'en 2015, on a fait une délégation spéciale générale, ce qui n'existe pas en droit français. En droit français, ça n'existe pas. Voilà. Vous pouvez prendre le droit, tous les manuels de machin, ça n'existe pas. La délégation spéciale n'est jamais pas une mesure générale. C'est ce qu'on a fait. Pour une raison connue, hein, puisque je sais, j'ai un peu participé un peu à cette... j'ai contribué un peu, mais j'ai compris aussi que les acteurs de l'époque, au sortir de l'insurrection, ne voyaient même pas pourquoi on va laisser les maires du CDP à leur poste. C'était un problème de rapport de force et que ça allait être dangereux de les laisser. Or, en réalité, c'est ça qu'il nous faut arriver à mettre dans la tête de chaque citoyen burkinabé, du sommet à la base, que le maire ou le président du conseil régional n'a pas de parti politique tant qu'il est en fonction. Et quand il a fini d'être élu, là, il n'est pas
Mais ça, c'est difficile à dire aux gens. Ah oui. Oui, puisqu'il y a des maires, même leur programme, c'est de dire, mon parti a dit quoi, mon parti. Mais ça, nous devons renforcer notre éducation citoyenne dans ce sens. Voilà. Et deuxième chose, il faut faire en sorte que pendant qu'il y a des crises nationales, que la collectivité demeure le socle, le rocher sur lequel la démocratie reste stable. Il y a des pays qui sont spécialisés dans les crises institutionnelles. L'Italie, le Japon, la Belgique peuvent faire des fois 9 mois, 14 mois de crise. Il n'y a même pas de Premier ministre. Mais tout fonctionne. Pourquoi? Parce qu'au moins plus de 60% des activités de services publics sont transférées aux collectivités et que les collectivités n'ont jamais de problème. Voilà. Moi, ma position reste invariable sur ça. C'est-à-dire, pour moi, la délégation spéciale a un contenu précis. Ne dévions pas de là. Restons sur ça. Ensuite, je dis, mais on est même juridiquement démunis. Puisque quand vous lisez aujourd'hui, vous prenez la loi 023 qui proroge le mandat. Lisez l'article 2. Personne ne lit l'article 2. L'article 2 dit, bien que l'article 1er ait dit, en mai 2022, c'est fini. Mais l'article 2 dit que le conseil, là, qui vient convier leur mandat prorogé, là, leur pouvoir de décision et de gestion, là, ça finit le jour de l'installation des nouveaux conseils. On n'a pas dit des délégations spéciales. Personne ne lit cet article. Donc c'est une impasse qu'il faut signaler à ceux qui rêvent de délégations spéciales. Puis il va falloir... Mais ça c'était au cas où les élections ont pu se tenir le 22 mai. Ça veut dire que si on ne peut pas se tenir... Ce qui n'est plus possible, si on ne peut pas se tenir, il faut donc soit proroger le mandat, soit on reste dans l'impasse, mais ce n'est pas une délégation spéciale qu'il faut, qu'il y aura. Puisque la délégation spéciale ne survient que là où il y a dissolution, où il y a démission, il y a les 4 cas. Ouais. On n'est pas dans ces cas. Ou alors, le seul cas qui pourrait être, c'est les dysfonctionnements gravissimes de nature à toucher à la cohésion sociale. Mais ça encore, c'est localisé. Oui. Ça dit que pour qu'on puisse faire ce qui est retenu dans le code électoral, ça signifie que les localités, par exemple, du Sahel et de l'Est, là, on considère que ces localités sont en dysfonctionnement grave, attentatoire à la cohésion sociale. En ce moment, il y aura aussi, c'est pas seulement un préjudice, il y aura une discrimination politique. Donc pour vous, c'est une impasse. Instituer des délégations spéciales à l'état actuel des choses, c'est agir hors des cas prévus par le Code général des collectivités territoriales. Oui. Et vous préconisez donc... À moins de s'asseoir et de revoir le Code général et de dire il y a ça, ça et ça. En fait, comme le doyen le dit, ça veut dire la loi et les différents textes, parce que sous la transition aussi, il y a eu une modification de la loi sur les délégations spéciales. Les cas de recours à la délégation spéciale sont vraiment bien précis. Donc c'est la dissolution, c'est la démission, c'est l'invalidation de l'élection. Voilà. Maintenant, c'est qu'avec cette relecture, j'ai regardé dans l'article 236 du nouveau code électoral, et c'est dans cet article qu'il est prévu que les collectivités où l'élection ne pourra pas se tenir. Du coup, ces collectivités seront mises sous délégation spéciale. Donc, ce qui est un peu en contradiction avec les autres dispositions qui encadrent le contexte de délégation spéciale. Et comme il a dit également, c'est un précédent comme en 2015 où on a dissous de manière générale, hors des raisons inscrit dans la loi, on a dissous de manière générale l'ensemble des conseils de collectivités et passé en délégation spéciale. Donc, je me dis que le législateur ou les acteurs, c'est sur cette disposition qu'ils vont s'appuyer, qui est dans la réforme du code électoral, qui d'office dit, ce n'est plus les raisons avant, mais si l'élection ne se tient pas, on part en délégation spéciale. Maintenant, si on suppose que... Mais ça, c'est dans le cas où l'élection a pu se tenir,
Mais non, même si l'élection ne se tient pas, les deux cas sont précis dans la loi. Donc, si l'élection n'est pas validée, ça veut dire que si les 50% des bureaux de vote n'ont pas pu s'ouvrir, donc l'élection n'est pas validée, dans ce cas, on va en délégation spéciale. Maintenant, les localités où l'élection n'a pas pu se tenir également, ces localités d'office vont en délégation spéciale. Donc, c'est comme si déjà aujourd'hui, on peut imaginer les collectivités qui devraient être en délégation spéciale et du fait simplement qu'on sait qu'on ne peut pas organiser les élections. Voilà. Mais en cas de report général, puisque actuellement nous sommes dans une situation où les élections n'auront même pas lieu. Dans aucune des communes, les élections n'auront lieu parce que la date du 22 mai 2022 n'est pas tenable. Dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que le 25, la classe politique devra se retrouver pour trancher sur cette question. Je me dis qu'on va proroger encore les mandats des élus des conseils qui sont sur place parce que la loi n'a pas prévu que dès que le mandat arrive à terme, on passe en délégation spéciale. Je me dis qu'il y aura une disposition pour prolonger les mandats et jusqu'au 6 novembre, je pense. Et cela devra se faire à travers une loi encore? Oui, moi je crois pour éclairer un peu aux téléspectateurs, je voudrais dire ceci. En 2018, la loi de 012 modifiait le code général pour justement mieux calibrer cette affaire de délégation spéciale à travers la relecture des articles 173 et 252 pour dire ceci. Donc, plus de délégation spéciale par mesure générale. C'est-à-dire on est revenu à la norme du droit français. Parce qu'on a la même disposition dans l'article L 21-21-35 du Code général français. C'est la même chose, on n'a rien dit de... Et si vous partez au Sénégal, au Cameroun ou quoi, c'est ça, là, vous allez trouver à peu près la même disposition. Donc, cette loi n'a pas été retouchée depuis. Et puis voilà donc que la loi la loi de prorogation survient, 021 de 2021, qui proroge d'un an le mandat, n'est-ce pas? Quand on va vouloir mettre des délégations spéciales prévues par le code électoral, il y a un conflit entre le code général et le code électoral. Or, la matière principale du code électoral, ce n'est pas de parler de délégation spéciale, n'est-ce pas? Oui. Donc, ça dit que ceux qui ont relu le code électoral ont oublié ce que c'est que la délégation spéciale dans le code général. Oui. Comme si c'était possible que là où il y en a... Non, la délégation spéciale est un ersatz, c'est un médicament. Pour ceux qui ont des problèmes, des collectivités qui ont des problèmes. Vous voyez, quand le président du FASO, qui a un pouvoir réglementaire élargi, quand il n'arrive pas à organiser les élections venues à terme, il est responsable devant et le Conseil constitutionnel et devant la représentation nationale. Parce qu'il a un pouvoir. Mais quand les collectivités n'arrivent pas, quand on n'arrive pas à organiser des élections au niveau local, les collectivités territoriales qui sont dotées de ce qu'on appelle PRL, c'est-à-dire un pouvoir réglementaire local, qui est un pouvoir défini comme étant secondaire et résiduel, puisqu'elles n'ont pas les compétences de leurs compétences. Elles ne dépendent pas d'elles-mêmes pour décider. Ça ne leur est pas imputable. Donc, en droit positif, nulle part dans le monde, on oblige des collectivités globalement à être sous délégation spéciale parce qu'on n'a pas pu faire des élections, puisque ce n'est pas de leur faute. C'est quand c'est leur faute, la délégation spéciale est quelque part une sanction. Vous n'avez pas pu faire ça, ou bien vous avez fait qu'il y a ça et ça, vous avez tous démissionné, ou bien vous n'arrivez pas à quoi? Donc, délégation spéciale. Voilà. Ce n'est pas une délégation spéciale générale, ça n'existe pas. Donc, ce qu'on va faire, ça dit que en mai 2022, l'État donc va constater que les élections peuvent se tenir ou qu'elles ne peuvent pas se tenir. Mais d'après le rapport les informations qui viennent de la CENI déjà établit que ce n'est pas possible. Et il semble que le dialogue politique aussi l'a consacré. Donc, ce n'est pas possible. Donc, dès maintenant,
ou peut-être on attend, comme Ouattara l'a dit, jusqu'à l'échéance de mai, bon, on reproroge, c'est tout. En ce moment, il faut intelligemment formuler la nouvelle loi de prorogation pour que ça soit plus explicite, parce que celle-là comporte beaucoup de pièges. Une prorogation illimitée, est-ce que cela est possible? Pas illimitée, oui. Qui dit que le gouvernement constate qu'il est en état de faire les élections locales et en ce moment, il demande à la CENI de faire. Jusqu'à ce qu'il fasse faire ça, les collectivités continuent à les maires qui sont déjà en place la permanence. Oui, il faut souffrir qu'il reste. Parce qu'il ne faut pas considérer que comme ils sont un peu ou bien quoi, ou bien qu'il y a des voleurs, des tricheurs, des quoi, il faut qu'ils quittent vite ou quoi. Non, allons dans le sens de l'intérêt de la communauté. C'est ça en fait le problème. Or, nous subjectivons le débat. Alors au début, vous avez dit que c'est parce que les collectivités ont échoué à leur mission que nous vivons la situation que nous vivons aujourd'hui. Est-ce que pour cela, il est normal justement de prolonger de façon illimitée le mandat des élus locaux? Non, ça revient à cette question, est-ce qu'il faut aller aux élections? Parce que, comme je l'ai dit, quand vous voulez engager une politique, vous regardez également le coût. On peut se rendre compte que si le bénéfice est que c'est de maintenir un fonctionnement minimum des collectivités et une délivrance des services, si on peut le faire à moindre coût en maintenant les acteurs qui sont en place, et moi je pense effectivement sur le plan du coût, ça va être moins cher que de procéder à de nouvelles élections. Là, ça va devenir beaucoup plus cher. Donc l'option peut être en termes de coût, en termes de coût-bénéfice, que l'option c'est de garder ceux qui sont en place parce que ça revient moins cher de faire fonctionner les collectivités avec ceux qui sont en place. Mais est-ce que les délégations spéciales pourraient coûter moins cher que les conseils municipaux ordinaires? Dans l'absolu et de manière nominale, on peut dire que ça va coûter moins cher. Voilà. Et je dis en termes financiers, parce que le coût est à plusieurs niveaux. Le coût peut être financier, le coût est politique, le coût est en termes de développement également. Parce que en termes d'effectifs, parce que les textes qui encadrent la délégation spéciale fixent le nombre de membres du conseil de la délégation spéciale. Par exemple, pour les conseils régionaux, c'est pas plus de 80, pour les conseils municipaux, c'est autour de 50. Alors que vous savez qu'il y a certaines communes comme Tenkodro qui sont à 140, comme Kamti, qui sont à plus de 140 conseils municipaux. Donc, les textes qui régissent les indemnités des sessions et des responsables des collectivités, ces textes demeurent et s'appliquent à ces acteurs de délégation spéciale. Mais le fait qu'il y aura des économies par rapport à l'effectif des conseillers municipaux, oui. Mais maintenant, la question, est-ce que les délégations spéciales auront suffisamment de légitimité pour pouvoir conduire le développement, pour pouvoir mobiliser les ressources et surtout, il a dit, de travailler avec les partenaires au développement. Parce qu'il y a certains partenaires, sans un organe élu, ce n'est pas évident qu'ils viennent injecter des ressources dans la commune. Donc sur ce plan, il peut y avoir des pertes, des coûts énormes pour le contribuable et pour le citoyen en termes de développement. Je vous renvoie la même question. Au départ, vous avez dit que c'est parce que les collectivités ont échoué à leur mission que nous sommes dans cette situation d'insécurité, sinon cela n'aurait pas dû arriver. Est-ce que en prolongeant de façon indéfinie les mandats des élus, on perpétue l'erreur? Ça dit que le papa lui-même a échoué. L'État même a échoué. Parce que l'État devait organiser les collectivités dans le cadre de la défense civile pour en faire des bataillons civils qui allaient faire blocage avant même que nos corps d'armée n'arrivent. On ne l'a pas fait. Aujourd'hui, nos collectivités sont en déshérence. Voilà. Et donc, quand on parle d'une délégation spéciale, les gens, c'est surréaliste. C'est qui va aller là-bas, délégation spéciale? Puisque les gens même ont quitté. Alors, nos jeunes préfets, là, ils ont des armures pour aller ou quoi? Est-ce que ce sont des Robocop ou bien c'est quoi? C'est surréaliste, je dis. Ça n'a pas de sens. Et je veux dire ceci. Premièrement, la délégation spéciale, aujourd'hui, ce n'est plus 80-50 ou quoi. Si vous prenez par exemple en France, dans la plupart des pays de tradition francophone, la délégation spéciale, c'est 3 personnes pour les en dessous de 35 000 habitants et puis 7 au-dessus.
Ça dit que c'est encore, on cherche vraiment, et ce n'est même plus le préfet qui assure la présence. Il supervise, ça veut dire on le met en hauteur pour superviser. Donc il nous faut, ça veut dire que nous devons prendre la hauteur dans cette affaire. Nos collectivités territoriales, et notre dispositif, notre environnement de la décentralisation est pollué par des relations toujours ambiguës entre le chef de circonscription administrative qui représente l'État et les responsables élus. Pourquoi? Parce que justement on a des dispositions comme ça qui donnent l'impression que le chef de circonscription est en embuscade pour attendre de faire une délégation. Il faut assainir tout ça. Ça veut dire que nous avons, les CCA, les chefs de circonscription administrative, ont 10 000 autres choses à faire. Il faut les laisser s'investir dans ça. Malheureusement, on les réduit pratiquement à la portion congrue et ils sont devenus pratiquement des SDF et je ne sais pas, des moins que rien sur les territoires. Or, c'est eux qui devraient être tout. Tout. Alors, aujourd'hui, Youssouf Ouattara, quand on écoute un peu ceux qui soutiennent l'idée des délégations spéciales, ils estiment qu'on a, par exemple, dans plusieurs communes où les maires ont quitté, ils résident tous à Ouagadougou, par exemple. C'était mieux pour ceux qui soutiennent cette idée de nommer, par exemple, des chefs de circonscription administrative militaires, et s'ils sont amenés à gérer ces délégations spéciales, ils pourraient être dans cette possibilité de repartir dans ces communes, et cela pourrait faciliter le retour de l'administration d'État dans les communes, notamment à fort défi sécuritaire, que de laisser des maires civils qui résident à Ouagadougou. Non, c'est pas parce que le maire il est civil qu'il a quitté, c'est parce qu'il y a insécurité. Donc même ces localités en danger, que soit la couleur de votre tenue, vous n'allez pas rester. Et pour moi, les institutions ont leur rôle. Okay. Les administrations militaires, sécuritaires, elles ont leur rôle, et les administrations civiles aussi, elles ont leur rôle. Donc ce sont des rôles complémentaires. Donc c'est pas le fait simplement d'être... C'est par exemple le chef d'un détachement et en même temps préfet et président d'une délégation spéciale, est-ce que cela ne pourrait pas faciliter le retour de l'administration? Non, nous sommes en train de parler de moyens. Nous sommes en train de parler de moyens, et moi je pense que si le chef de détachement, il a beaucoup à faire. Pour moi je pense qu'il a déjà beaucoup à faire, et c'est cet attelage institutionnel justement qu'on doit travailler à mettre en place. Donc pour moi ça ne pose pas de problème que un maire civil ou un président de délégation issu de la communauté travaille en pleine intelligence avec le chef de détachement, parce que l'avantage des élus locaux, c'est qu'ils ont un capital social, ils ont un capital politique qui peut être mis à contribution par rapport à un agent public. Réaction sur cette même question? C'est des fausses formules. Je m'excuse, mais c'est imbécile. Parce qu'en réalité, c'est quoi? C'est des biais cognitifs. Ça veut dire que nous prenons des choses qui ne sont pas juste à la base et nous greffons dessus des choses extraordinaires. Pourquoi un chef de circonscription administrative devrait-il être un militaire ou un policier? Je vois qu'on continue d'en nommer. C'est une bêtise absolue. Mais la bêtise n'a pas de c'est comme un gouffre. C'est toujours sans fond. Les gens y vont parce que qu'est-ce qu'un chef militaire a à faire comme gouverneur ou comme haut commissaire? Qu'est-ce qu'un commissaire de police a à faire comme haut commissaire ou comme gouverneur? Ça n'a aucun sens. Aucun sens. Parce même malgré cette situation? Surtout avec cette situation. On a besoin d'eux ailleurs. Là où ils ont été... C'est pourquoi ils ont été formés. On oublie aussi quelque chose. Parce que les gens disent oui. Est-ce que là, vous n'êtes pas en train de défendre votre corporation parce que vous êtes administrateur civil? Moi, je vous parle je parle pour les jeunes générations. Je parle pour les jeunes générations. Pour que nous comprenions une bonne fois pour toutes certaines choses qui participent à fixer l'État dans les meilleures conditions possibles. Pas des États arachidiers. Donc, ce qu'il y a, par exemple, quand vous décrétez un état de siège, tous les chefs de circonscription administrative, tous les élus locaux sont des agents, deviennent des agents du pouvoir militaire. Voilà. Mais quand vous avez un gouverneur qui est un militaire, au lieu d'être à son poste de combat, il est gouverneur. Comme gouverneur, là, qu'est-ce qu'il fait?
Il est juste à la tête des services civils. Qu'est-ce qu'il apporte de plus? Qu'est-ce qu'il apporte? Comme le disent, les gens parlent de renseignement, de quoi ce n'est pas vrai. Les fonctions territoriales au niveau administratif sont telles qu'on ne peut pas faire du renseignement. On se fait apporter de renseignements pour traiter, mais on ne peut pas faire soi-même. Ce sont des faux semblants. Il faut simplement organiser de sorte que là où le territoire se trouve de plus en plus menacé, si on peut se hisser, parce qu'on n'a même pas pu se hisser encore à l'état d'urgence, puisqu'on n'arrive même pas à appliquer l'état d'urgence. Mais quand on va aller à l'état de guerre, en ce moment, tous les services d'administration, toutes les administrations civiles sont sous la coupe de l'armée qui donne des ordres. Alors, on n'a pas besoin que les militaires viennent s'investir pour lesquels ils n'ont pas une prédilection particulière. Bon, on gaspille les énergies, c'est des formules vraiment bidons. Voilà. Je m'excuse, mais voilà. Alors, on est déjà à la fin de cette émission. La classe politique, notamment le comité de suivi des recommandations du dialogue politique, devra se retrouver ce 25 janvier pour trancher définitivement sur ces questions. Quel appel avez-vous à leur endroit? Bon, moi, je pense que la décision qui va être prise, il faut toujours mesurer, il faut mettre sur la table toutes les options. Et quand on met sur la table les options, il faut déterminer les bénéfices et les coûts de chaque option en fonction des critères comme le critère de faisabilité, le critère financier. Donc, c'est en mettant toutes les options et avec ces critères d'analyse qu'on va se rendre compte qu'il y a telle option qui est moins coûteuse et porteuse de plus de bénéfices. Mais quand on ne le fait pas et que chacun donne simplement son point de vue, donc en ce moment c'est une approche, on va dire, restreinte et qui ne permet pas de saisir le problème dans sa globalité. Donc je pense que aucune option ne doit être mise à l'écart et il faut faire l'analyse sur l'ensemble des options qui sont possibles en n'ignorant pas de calculer ce que ça coûte ou ce que ça va nous rapporter. Khalifa Séré, quel appel à l'endroit du comité de suivi des recommandations du dialogue politique qui devra se réunir ce 25 si la date reste inchangée, bien sûr? Je ne voudrais pas être cynique, mais en réalité, j'aimerais bien voir ce qu'ils vont nous sortir encore, ces fameux comités. En réalité, on n'a pas deux choses à faire, il n'y a qu'une seule chose à faire. Et ils ne sont pas sur ce chemin. Ils vont revenir, ils vont être obligés de revenir sur ce chemin. Parce que c'est très simple. On est, au stade où on est, la seule chose qui vaille la peine d'être menée pour consolider notre démocratie, c'est de faire la guerre. Alors, il n'y a pas d'autres alternatives. On est là, on zigzag, on fait n'importe quoi et tout. On va revenir aux choses sérieuses. On va vraiment y revenir. En fait, ce n'est pas de gaieté de cœur, mais je veux dire quand même que nous avons des légèretés actuellement en termes de gestion administrative, de gestion politique et de suivi de notre démocratie. Ce qui amène des dérives processuelles. Parce que c'est quoi? Nous avons des problèmes qu'on n'identifie pas correctement. Et alors, on saute sur des solutions qui sont des expédients pratiquement chimériques. C'est comme si on est en quête, l'État devient une sorte d'alchimiste, là, il cherche à voir qu'est-ce que je peux faire. Au lieu de se poser simplement les vraies questions existentielles. Qu'est-ce que nous devons faire aujourd'hui? Et moi, je dis bien que les textes tels que agencés vont créer des surprises, vont réserver des grosses surprises au comité de dialogue, là. Voilà. Donc, obligation pour vous de prolonger les mandats des maires. Il n'y a pas d'autre chose à faire. Qui sont déjà en place. À moins de pouvoir délibérer notre territoire avant mai, là, bon, il n'y a aucun problème. Si on peut le faire, je pense évidemment ça serait la bonne chose. C'est-à-dire qu'il faut. Donc, le dialogue ne dit pas, jusqu'au 21 mai, nous donnons au 21 mai à l'armée pour libérer le territoire. Nous évaluons à partir du 15 mai. Si le territoire n'est pas libéré, nous allons prendre des mesures radicales contre cette armée-là. C'est tout. Voilà une idée, par exemple, qu'il faut mettre en... On dit, le 15 mai, notre territoire doit être libéré. C'est tout. Donc, soit libérer les territoires... Oui, si la CENI tient, elle passe se faire enrôler pour suivre l'armée, aller faire... On dit le 15 mai, le territoire doit être libéré. Voilà.
Je ne veux pas être comme un bolchevique et tout, mais par exemple, pour que la Russie gagne la guerre, c'est comme ça que Staline faisait. Il faut avoir des objectifs qui correspondent aux problématiques de base et non aux problématiques secondaires et tertiaires. Voilà. Donc la priorité, c'est la sécurité, donc rétablir la sécurité pour pouvoir tenir les élections ou tout simplement prolonger les mandats des élus qui sont déjà en place. Merci à vous, Kalifara Séré. Je rappelle que vous êtes ancien secrétaire général du ministère en charge de l'administration territoriale et administrateur civil, expert en développement et stratégie locale. Merci également à Youssouf Ouattara, administrateur civil également, expert en politique publique, enseignant à l'ENAM et directeur exécutif d'ICIFOEP, le centre d'information, de formation et d'études sur le budget. Merci une fois de plus à tous les deux pour votre disponibilité. C'est la fin donc de ça fait débat. C'est également la fin de 7 jours dans la savane. Merci à tous de nous avoir suivis.